Bonjour, bonjour tout le monde. C'est professeur Rachid Elila qui vous parle. Je suis enseignant-chercheur au département de géologie. Donc, je suis le coordinateur du module géodynamique interne, un module qui est enseigné durant le deuxième semestre et bien sûr évidemment donc qui est dédié aux étudiants de la filière sciences de la vie et de la Terre. Alors, je vais commencer tout d'abord par expliquer le terme géodynamique interne. Alors, pour ce qui concerne le terme géodynamique, donc c'est un mot qui est composé. Vous avez géo et vous avez dynamique. Géodynamique. Alors, dynamique, c'est tout ce qui est en relation avec mouvement. Et géo, c'est la Terre. Géodynamique interne, donc c'est l'ensemble des mouvements qui se produisent à l'intérieur de la Terre. Donc, je répète, pour géodynamique interne, j'ai dit que géodynamique interne, c'est l'ensemble des mouvements qui se produisent à l'intérieur de la Terre. Alors, bien sûr, évidemment, donc, il y a un ensemble d'événements qui se font à la surface de la Terre et que l'on peut comprendre que si on comprend ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, d'où l'intérêt de la compréhension de ces différents mouvements qui se font à l'intérieur de la Terre. En ce qui concerne le contenu de ce cours de dynamique interne, normalement, dans les conditions normales, voilà les chapitres qui composent ce module. Donc, le chapitre 1, c'est la dérive des continents. Donc, on va parler principalement de la théorie de Alfred Wegener. Le chapitre 2, c'est la tectonique des plaques. Et dans la tectonique des plaques, bien sûr, évidemment, donc, on va parler de la notion de plaque lithosphérique, la nature, les limites des plaques et les mouvements entre les plaques. Le troisième chapitre, c'est les séismes ou ce qu'on appelle aussi les tremblements de terre. Ce qu'on faisait, comme je le viens de dire, dans les conditions normales, donc on parlait aussi dans le chapitre 4 du volcanisme, dans le chapitre 5 du magmatisme et dans le chapitre 6 du métamorphisme. Mais puisque cette année-là, il est un petit peu exceptionnel, vu les conditions et vu le calendrier qui a été établi par l'administration, donc on va se contenter de ces trois premiers chapitres, c'est-à-dire le chapitre 1, la dérive des continents, le chapitre 2, la tectonique des plaques, et le chapitre 3, les séismes. Voilà donc ce qu'on va essayer de voir dans ce cours que nous aurons à faire ensemble durant donc ces 6 semaines du deuxième semestre. Alors, je reviens à cette question que je disais tout à l'heure de la relation entre les événements qui se font à la surface de la Terre et la dynamique interne de la Terre. Alors, vous savez que depuis toujours, l'homme il a été soumis aux différents risques naturels. L'homme a toujours été soumis aux différents risques naturels. Alors ici, j'ai énuméré quelques exemples de ces différents risques naturels. Alors vous avez par exemple les tremblements de terre et j'ai mis entre parenthèses un exemple de pays, de lieux qui sont soumis très souvent à ces risques naturels de type tremblement de terre. Vous avez aussi parmi les risques naturels que l'on connaît les éruptions volcaniques. Vous avez aussi les raz de marée. Les raz de marée ou bien ce qu'on appelle aussi les tsunamis. Et j'ai cité ici quelques exemples. Le tsunami du 26 décembre 2004 en Indonésie. Le tsunami du mars 2011 au Japon. Et ainsi de suite. Alors, ce sont des phénomènes qui font suite au tremblement de terre. Bon, il se peut que lorsqu'un tremblement de terre se produise en un lieu donné, bon, il se peut qu'il est suivi d'un tsunami ou bien d'un raz-de-marée. Il y a aussi parmi les risques naturels auxquels l'homme est toujours soumis, les chutes de météorites. Il y a aussi les glissements de terrain. Alors ces glissements de terrain, ils sont très connus en Amérique latine, vu les conditions climatiques et les conditions géologiques. Il y a aussi les intempéries, il y a aussi les inondations. Donc voilà, donc ça c'est une liste
de différents risques naturels auxquels l'homme toujours été soumis. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on peut prévoir ces risques naturels? Alors, bien sûr, évidemment, la réponse est que non. Il y a des risques naturels qu'on ne peut pas prévoir, mais il y en a d'autres, à la rigueur, on peut prévoir. Par exemple, pour les tremblements de terre. Alors, les tremblements de terre, jusqu'à présent, ou bien les séismes, jusqu'à présent, la science, elle est incapable de prévoir un tremblement de terre, que ce soit pour le temps ou pour l'espace. C'est-à-dire, on ne peut pas prévoir un tremblement de terre ni sur le plan temps, c'est-à-dire on ne peut pas connaître le temps où ce tremblement de terre va se produire, non plus on ne peut pas savoir ou bien prévoir le lieu où va se produire un tremblement de terre. Donc les tremblements de terre, ils sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Par contre, il y a des risques naturels qu'on peut prévoir, comme par exemple les rats de marée. Les rats de marée, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'un tremblement de terre se produit, très souvent, il est poursuivi par un tsunami. Il est poursuivi par un tsunami, et s'il est poursuivi par un tsunami, on peut prévoir ces tsunamis-là. Alors, pourquoi on cherche à prévoir ces différents risques naturels? Alors, tout simplement parce que si on arrive à prévoir ces différents risques naturels, on peut se protéger et par la suite, on peut continuer à subsister. C'est bien évidemment dans le sens de pérenniser l'espèce humaine. C'est pour pouvoir se protéger, comme je viens de dire, pour pouvoir subsister. Alors, pour répondre à cette question que j'avais posée tout à l'heure, jusqu'à quel point est-il possible de prévoir les risques naturels? Pour répondre à cette question, l'homme, il essaie de comprendre les différents processus en relation avec la dynamique interne de la Terre. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent à la surface de la Terre et qu'on ne peut comprendre que par la compréhension des phénomènes qui se produisent à l'intérieur de la Terre, d'où l'importance de la dynamique interne de la Terre et de la compréhension de cette dynamique interne de la Terre. Je répète, j'ai dit que, alors pour répondre à cette question, la question que j'avais posée, jusqu'à quel point est-il possible de prévoir les risques naturels? Alors, pour répondre à la question, l'homme, il essaie de comprendre les différents processus en relation avec la dynamique interne de la Terre, c'est-à-dire les différents phénomènes qui se produisent à l'intérieur de la Terre. Parce que si on arrive à bien comprendre et à bien maîtriser ces phénomènes qui se produisent à l'intérieur de la Terre, on peut expliquer pas mal de phénomènes qui se produisent à la surface et bien évidemment, on peut les maîtriser et on peut les prévoir dans le but de pouvoir se protéger et pouvoir subsister par la suite. Alors, pour comprendre, bien sûr, évidemment, ces différents processus, ces différents phénomènes qui se font à l'intérieur de la Terre, on a besoin de comprendre tout d'abord la structure interne de la Terre. Alors, c'est vrai que vous aviez été déjà initié en S1 en ce qui concerne la structure interne de la Terre, donc vous avez un bagage, mais n'empêche qu'il serait toujours intéressant de faire un petit rappel sur la structure interne de la Terre. Voilà donc, grosso modo et globalement, la structure interne de la Terre. Alors, pour la structure interne de la Terre, de manière générale, il comprend trois choses. Vous avez la croûte, vous avez le manteau et vous avez le noyau. Et comme j'ai l'habitude de le dire toujours à mes étudiants, ça rappelle la structure d'un œuf bouilli ou un œuf dur. Alors, si vous prenez un œuf dur, qu'est-ce qu'on a premièrement? Donc, nous avons la coquille. On enlève la coquille. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le blanc. On enlève le blanc. On trouve le jaune. Alors, c'est exactement ce que vous avez pour la structure interne de la Terre.
Alors, la coquille de l'œuf, c'est la croûte de la Terre. Le blanc de l'œuf, c'est le manteau de la Terre. Et le jaune de l'œuf, c'est le noyau de la Terre. Donc, la structure interne de la Terre, mettez ça en tête, la structure interne de la Terre, ça rappelle la structure d'un œuf bouilli ou d'un œuf dur. Alors, bien sûr, évidemment, la structure interne de la Terre, il est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de vous dire. Donc, ça, c'était tout simplement pour simplifier. Alors, dans le détail, on a les subdivisions suivantes. Alors, pour la croûte, vous avez la croûte continentale et vous avez la croûte océanique. La croûte continentale et nous avons la croûte océanique. Donc là, en jaune, c'est la croûte continentale. Là, en vert, c'est la croûte océanique. Et bien sûr, évidemment, il y a une différence au niveau de la composition chimique des roches qui composent ces différentes croûtes. D'où une différence au niveau de la densité. Alors, si on vous demande, par exemple, la densité des roches au niveau de la croûte continentale, c'est généralement autour de 2,7. Par contre, au niveau de la croûte océanique, c'est 3,2. C'est ce qui fait qu'il y a une différence d'épaisseur. Bon, si vous comparez un petit peu l'épaisseur de la croûte continentale à ce niveau-là et celle de la croûte océanique, vous voyez qu'il y a un changement. La croûte océanique, elle est relativement moins épaisse que la croûte continentale. Alors, comment expliquer ce changement d'épaisseur? Alors, c'est simple. Vous avez une différence de densité. Alors, ce qui est perdu en épaisseur, on le gagne en densité pour la croûte océanique. Par contre, pour la croûte continentale, ce qui est perdu en densité, on le gagne en relief. Alors tout ça, c'est tout simplement pour avoir un équilibre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre isostatique. Alors, en bas de la croûte, que ce soit la croûte continentale ou la croûte océanique, vous avez le manteau. Et le manteau, il est décomposé en manteau supérieur et en manteau inférieur. Alors, le manteau supérieur, c'est entre 70 et 150, et 70 et 150 jusqu'à 700 km de profondeur. Le manteau inférieur, c'est entre 700 km de profondeur jusqu'à 2885 km de profondeur. Puis après, vous avez le noyau. Et le noyau, lui aussi, il est décomposé en noyau externe et en noyau interne. Le noyau externe, c'est depuis 2885 km jusqu'à 5155 km. Ça, c'est le noyau externe. Puis vous avez le noyau interne. Alors, le noyau interne, c'est à partir de 5155 km jusqu'à 6371 km qui est le rayon de la Terre. Donc, le rayon de la Terre, c'est 6371 km. Voilà donc, en gros, les différentes couches, si vous voulez, ou bien les différents niveaux qui forment la structure interne de la Terre. Donc, il y a la croûte, et au niveau de la croûte, vous avez deux croûtes. Vous avez la croûte continentale et la croûte océanique, avec une différence d'épaisseur et une différence de densité. Au-dessous de la croûte, vous avez le manteau supérieur. Au-dessous du manteau supérieur, vous avez le manteau inférieur. Au-dessous du manteau inférieur, vous avez le noyau externe et tout à fait au fond, vous avez le noyau interne. Alors, le noyau externe, il est liquide. Le noyau externe, il est liquide. Le noyau interne, il est solide. C'est question de pression, c'est-à-dire c'est la pression qui va faire que le noyau interne, il est solide. Alors, pour plus de détails, on a découpé une partie de la Terre à ce niveau-là. Est-ce que c'est ce que vous avez sur ce schéma? Alors, pour plus de détails, voilà, donc vous avez la croûte continentale, comme je l'avais dit tout à l'heure, et vous avez la croûte océanique. La croûte continentale et la croûte océanique.
Et vous avez le manteau supérieur sous la croûte, sous les deux croûtes. Alors, la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur, c'est-à-dire cette partie-là, elle est solide. Elle est solide. Alors, ensemble avec la croûte, il va former ce qu'on appelle la lithosphère. Il va former ce qu'on appelle la lithosphère. Alors, j'insiste sur cette question de la lithosphère parce que tout simplement, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur cette question de plaques lithosphériques. Plaques lithosphériques, c'est dans le chapitre de la tectonique des plaques. Alors, vous avez une lithosphère océanique qui est formée par de la croûte océanique et la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui est solide. Et vous avez la lithosphère continentale qui est formée par de la croûte continentale et de la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui est solide. D'accord? Alors, entre les deux, entre la croûte continentale et la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui est solide, vous avez une discontinuité, c'est ce qu'on appelle la discontinuité de Mohorovičić. La discontinuité de Mohorovičić. Alors, cette discontinuité, regardez, ça traduit un changement de densité. Ça traduit un changement de densité. Bon, regardez à ce niveau-là, vous avez densité 3,2, ici c'est 3,3. Ici c'est 3, densité 3, et là vous avez 3,3. Donc vous avez cette discontinuité de Mohorovičić entre la croûte et le manteau, spécialement entre la partie du manteau supérieur qui est, elle, solide et qui forme, avec les deux croûtes, qui forment ce qu'on appelle la lithosphère. Donc vous avez la lithosphère, je reprends parce que c'est intéressant pour ce qui va venir par la suite dans le chapitre tectonique. Je reprends, j'ai dit que vous avez la croûte océanique avec la partie supérieure, tout à fait supérieure du manteau supérieur, qui est solide, ça forme ce qu'on appelle la lithosphère océanique. De ce côté-là, vous avez la croûte continentale, mais ensemble avec la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui est solide, ça forme la lithosphère continentale. Ça forme la lithosphère continentale. Puis après, vous avez la suite des différentes autres couches. Donc, vous avez le manteau supérieur, vous avez le manteau inférieur, vous avez le noyau externe qui est liquide, et puis vous avez le noyau interne qui est solide. Et regardez la densité au niveau du noyau interne, c'est 12. Voilà, donc là, c'était juste un petit rappel sur la structure interne de la Terre. Donc, c'est des choses que vous avez vues en S1, mais comme disait le refrain, à force de forger, on devient forgeron. Alors, j'arrive maintenant au premier chapitre de ce cours et dans lequel on va traiter cette question de la dérive des continents. Donc, je dois faire une chose, c'est que il faut éviter de confondre, parce que très souvent ils le font, les étudiants ils le font, éviter de confondre entre dérive et dérivé. Dérivé, c'est un terme qui est utilisé en mathématiques. Alors ici, c'est dérive des continents, ça vient du verbe dériver. Et dériver, c'est un mouvement de translation qui se fait de manière passive. C'est comme si vous avez une barque, vous êtes sur une barque et vous ramez pour avancer et à un moment donné, vous soulevez vos rames et la barque, il va continuer à avancer, mais de manière passive. C'est la même chose que pour les continents. Dérive des continents. Dérive des continents. C'est le mouvement des continents, mais de manière un peu passive. Alors, je vais commencer ce chapitre par cette, si vous voulez, une figure de la répartition et la disposition des continents à l'état actuel. Répartition et disposition des continents à l'état actuel. On voit ici par exemple l'Afrique. Donc ça c'est l'Afrique, ça c'est l'Amérique du Sud, ça c'est l'Amérique du Nord, donc ça c'est l'Eurasie, ça c'est l'Inde, l'Australie et les différents océans.
les différents océans, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, et ainsi de suite. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que les continents étaient depuis toujours disposés de la sorte les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire depuis la formation de la Terre? Je rappelle que l'âge de la Terre est de 4,5 à 4,6 milliards d'années. Est-ce que depuis toujours les continents étaient disposés comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé? Alors, bien sûr, évidemment, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Nous savons tous que les continents, ils ont bougé, ils ont dérivé. Alors, parmi les premiers scientifiques qui ont parlé de cette mobilité des plaques, ou bien cette mobilité des continents, il y a ce monsieur, Alfred Wegener, donc un peu de biographie. Donc, il est né en 1880, il est mort en 1930. C'était un physicien et un météorologiste allemand, de nationalité allemande. C'est un scientifique de son siècle. Un scientifique de son siècle. Il possédait une large gamme de connaissances en géologie, géophysique, astronomie et météorologie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai mis tout à l'heure en roue physicien et météorologiste. Et justement, c'était dans une mission qu'il menait au Groenland. Alors le Groenland, c'est une terre qui est presque tout le temps couverte de neige, c'est au nord-est du Canada. Alors lui, il était en mission au Groenland, et qu'est-ce qu'il avait constaté? Il avait constaté que, puisque donc il y avait de la glace, parfois, il y avait des blocs de glace qui se détachaient de la banquise, de cette grande masse de glace, et ils flottaient à la surface de l'eau. Ils flottaient à la surface de l'eau. Alors, c'est de là où lui est venue l'idée d'appliquer plus ou moins la même chose aux continents. Alors, pour lui, donc, les continents, ils bougent et ils font la même chose que les icebergs, c'est-à-dire des masses solides qui flottent à la surface de quelque chose de liquide. Alors, c'est en 1912 qu'il a émis le concept de la dérive des continents. C'est en 1912 qu'il a émis ce concept de la dérive des continents, ou bien cette théorie de la dérive des continents. Alors, c'est quoi ce concept de la dérive des continents? Excusez-moi. Le concept de la dérive des continents dit que les continents doivent se déplacer les uns par rapport aux autres. Les continents doivent se déplacer les uns par rapport aux autres. La croûte continentale ou sciale flotte sur une couche sous-jacente, le CIMA. La croûte continentale ou sciale flotte sur une couche sous-jacente, le CIMA. Alors, sciale, c'est quoi? Donc, sciale, c'est abréviation de silicium et aluminium. Et CIMA, c'est abréviation de silicium et de magnésium. C'est-à-dire que la croûte continentale, elle est formée essentiellement de silicium et d'aluminium, et il flotte sur une couche qui est en bas, une couche sous-jacente, qui est formée essentiellement de silicium et de magnésium, et qui est relativement plus dense. Donc ça, c'est plus ou moins le concept de la dérive des continents. Et comme je l'avais expliqué tout à l'heure, j'ai dit que ce concept, ça ressemble un petit peu à cette question de glace, de masse de glace qui flotte à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Donc la glace, c'est quelque chose de solide, donc il flotte à la surface de l'eau qui est liquide. La même chose ici. Le scial, qui est la croûte continentale, c'est quelque chose de solide et qui flotte sur une couche sous-jacente, le cima, qui est, je dirais pas liquide,
mais il permet le déplacement de la croûte continentale, c'est-à-dire quelque chose de plastique, quelque chose de visqueux. Donc ça, c'est plus ou moins le concept de la dérive des continents, la théorie de la dérive des continents telle qu'elle a été émise par Alfred Wegener, donc ce physicien et météorologiste allemand en 1912. Voilà donc à quoi a pensé Alfred Wegener quand il avait émis cette théorie de la dérive des continents en 1912, puisque le continent, donc, il bouge, voilà la reconstruction à laquelle il est parvenu. C'est-à-dire que les continents, ils étaient regroupés. À un moment donné, bon, regardez un peu l'emplacement de l'Afrique. Voilà l'Afrique, voilà l'Amérique du Sud, voilà l'Amérique du Nord. Tout à l'heure, je vous ai montré une figure où l'Afrique et l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, ils étaient séparés. La même chose pour les autres continents. Mais dans la reconstruction de Alfred Wegener de la Pangée, alors tous les continents ils sont regroupés pour ne former qu'un seul bloc, qu'un seul continent, un méga continent que lui il avait appelé la Pangée. D'où la Pangée de Alfred Wegener. La Pangée de Alfred Wegener. Alors si on vous demande c'est quoi la Pangée de Wegener, ben, il faut répondre tout simplement la Pangée c'est un méga continent qui regroupait tous les continents que l'on connaît actuellement et qui sont actuellement séparés par les différents océans. Alors, cette reconstitution, comme vous pouvez voir, il fait disparaître, par exemple, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, l'océan Atlantique. La même façon, entre l'Inde et l'Afrique, il fait disparaître l'océan Indien, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'océan entre les continents tels qu'on les connaît actuellement. Donc, vous avez un méga continent qui regroupe tous les continents, le continent africain, le continent Amérique du Sud, le continent Amérique du Nord, l'Eurasie, et ainsi de suite. Ça, c'est la Pangée de Alfred Wegener. Alors, le problème qu'avait Alfred Wegener, c'est que cette théorie, il ne fut admise facilement par la communauté scientifique, et surtout les géophysiciens. Bon, les géophysiciens, ils sont un petit peu sceptiques. Les géophysiciens, ils sont un petit peu sceptiques. Ils ne croient aux choses que d'une manière évidente. Alors, c'est quoi le problème qu'avait Alfred Wegener pour convaincre les géophysiciens? Donc, premièrement, Wegener ne disposait pas d'arguments fiables et convaincants quant au moteur qui faisait déplacer les continents, c'est-à-dire le moteur qui déclenche la mobilité des continents. Pour lui, ce moteur, c'était la force centrifuge créée par la rotation de la Terre. La force centrifuge créée par la rotation de la Terre. Alors, je reviens un petit peu sur l'explication du mot force centrifuge. Centrifuge, vous avez centrifuge, c'est un mot qui est composé, vous avez centre, c'est le centre de la Terre, et fuge, c'est-à-dire qui fuit le centre de la Terre. C'est une force qui est orientée du centre vers la périphérie. Il part du centre vers la périphérie. Le contraire de force centrifuge, c'est force centripète. Centripète, c'est-à-dire qui vient vers le centre, qui vient de la périphérie vers le centre. Alors pour lui, la Terre, il tourne autour d'elle-même et lorsqu'il tourne autour d'elle-même, il crée une force orientée du centre vers la périphérie, c'est-à-dire une force centrifuge. Pour lui, c'est cette force centrifuge qui est due à la rotation de la Terre autour de l'axe nord-sud, de cet axe géographique, axe de rotation de la Terre, pardon, qui part du nord géographique vers le sud géographique. C'est cette rotation de la Terre autour d'elle-même qui crée cette force centrifuge et que c'est cette force centrifuge qui est en relation avec le mouvement des continents. Or, cette force reste relativement trop faible pour pouvoir déplacer des continents tels que, par exemple, l'Afrique ou bien l'Amérique du Sud ou bien l'Amérique du Nord. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle les géophysiciens, donc, ils n'ont pas admis cette théorie de la dérive des continents parce que, tout simplement, lui, Alfred Wegener, il avait avancé comme moteur déclenchant cette mobilité des plaques, cette force centrifuge qui est due à la rotation de la Terre autour d'elle-même. Par contre, cette force, elle est relativement, pour les géophysiciens, elle est relativement très faible pour pouvoir déplacer des continents
et des masses, tel que le cas pour l'Afrique, par exemple. Deuxième chose, c'est que Wegener ne disposait pas d'informations suffisantes comme il est actuellement concernant la structure interne de la Terre. C'est-à-dire qu'on est en 1912, il faut le rappeler, et on ne disposait pas d'assez de données concernant la structure interne de la Terre. Lorsque je parle de données, je dis c'est des données sismologiques, le flux thermique, le géomagnétisme, etc. C'est-à-dire que la science, depuis 1912, il a beaucoup progressé et on connaît actuellement beaucoup de choses sur la structure interne de la Terre. Or, à l'époque, en 1912, Alfred Wegener, il n'avait pas assez d'informations. Le résultat, c'est que Wegener, il ne pouvait pas expliquer de manière satisfaisante et convaincante le mécanisme et la cause de cette dérive qui reste une énigme à cette époque. C'est une énigme, c'est-à-dire les raisons des déplacements des continents, c'était un petit peu énigmatique. C'était énigmatique, une énigme. Alors, bien sûr, évidemment, avec l'évolution de la science, et 50 ans plus tard, donc vous faites le calcul, vous avez 1912, vous rajoutez 50, vous êtes en 1962. Vous êtes en 1962. Donc, en 1962, il y a une nouvelle théorie qui va apparaître, c'est la théorie de la tectonique des plaques. C'est la théorie de la tectonique des plaques. Et à ce moment-là, la communauté scientifique, il commence à admettre un petit peu cette question de mouvement des continents. Cette question de mouvement des continents. Pourquoi? Parce que, on va le voir, la théorie de la tectonique des plaques, il a apporté pas mal de réponses à ces questions qui sont restées un petit peu en suspens au moment où Alfred Wegener, il avait émis cette théorie de la dérive des continents, telle que par exemple le moteur qui fait bouger les continents, et à laquelle Alfred Wegener n'a pas pu apporter des éléments de réponse. Alors, la théorie de la tectonique des plaques, il a apporté des éléments de réponse à cette question concernant le moteur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle donc, la communauté scientifique, il a admis en quelque sorte cette mobilité des continents et cette théorie de la tectonique des plaques. Alors, on va voir maintenant quelques-uns des arguments qui ont été soit avancés par Alfred Wegener pour appuyer sa dérive ou bien sa théorie de la dérive des continents, ou bien d'autres arguments qui ont été utilisés plus tard par les scientifiques pour argumenter cette question de la mobilité des continents ou bien la mobilité des plaques. Alors, le premier argument, ou bien les premiers arguments, c'est les arguments morphologiques. Les arguments morphologiques. Donc, pour le terme morphologique, donc c'est un mot qui est composé. Vous avez morpho, c'est la forme, et logique, ça vient de étude, c'est-à-dire l'étude des formes. L'étude des formes. Alors, justement, les arguments morphologiques, ils ont beaucoup servi dans l'appui de la théorie de la dérive des continents. Alors, voilà ce qui a été dit à propos de ces arguments morphologiques. Alors, si vous prenez la côte ouest africaine, la côte ouest africaine et la côte ouest américaine, si vous prenez ces deux côtes, la côte ouest africaine et la côte est américaine, et quand on regroupe les continents pour former ce que Alfred Wegener avait appelé la Pangée de Alfred Wegener. La Pangée de Alfred Wegener. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate qu'il y a un emboîtement des continents les uns dans les autres, tel un puzzle. Un emboîtement des continents les uns dans les autres, tel un puzzle. C'est-à-dire que les continents, ils s'emboîtent parfaitement tel qu'un puzzle. Alors, le puzzle, c'est le jouet avec lequel on jouait quand on était petit. Donc, il y a des pièces donc il va falloir donc regrouper pour avoir une image à la fin ou bien quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a un emboîtement des continents les uns dans les autres, tel un puzzle. Les côtes ouest africaines,
et les côtes est-sud américaines montrent un ajustement parfait des continents. Bon, regardez, donc il y a un ajustement parfait des continents, et il y a aussi un parallélisme des lignes côtières, c'est-à-dire qu'ils se complètent. Les lignes côtières se complètent et les continents, ils s'emboîtent les uns dans les autres, tel un puzzle. Cela témoigne de quoi? Cela témoigne que les continents, ils étaient regroupés à un moment donné, ils ne formaient qu'un seul méga-continent appelé l'apogée de Alfred Wegener, et puis petit à petit, ils ont commencé à se séparer les uns des autres. Donc voilà donc pour cette question des arguments morphologiques. Il y a, je répète, un emboîtement des continents, les uns dans les autres, tel un puzzle, et il y a un ajustement des continents, il y a un parallélisme des lignes côtières. Spécialement, il est remarquable pour la côte ouest africaine et la côte est américaine. La conclusion que l'on peut tirer de ces arguments morphologiques, alors, c'est que la majeure partie des continents ne formaient qu'un seul continent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apogée de Alfred Wegener. Voilà, donc je répète, pour la conclusion qu'on peut tirer à partir de ces observations d'ordre morphologique, de ces arguments morphologiques, c'est que la majeure partie des continents ne formaient qu'un seul continent, c'est l'apogée de Alfred Wegener. Alors, je continue avec les arguments, mais cette fois-ci, c'est des arguments géologiques. Donc, j'ai terminé avec les arguments morphologiques. Donc, maintenant, on va voir les arguments géologiques. Dans les arguments géologiques, j'ai rangé les formations glaciaires, la correspondance des structures géologiques, les arguments paléontologiques, et enfin les arguments paléomagnétiques. Bon, regardez ici, dans ces deux types d'arguments, vous avez paléo, le préfixe paléo. Paléo, c'est ancien. Donc, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu, de manière un peu plus détaillée sur cette question-là. Donc, je reprends pour les arguments géologiques. Donc, j'ai dit que pour les arguments géologiques, on range dans ces arguments géologiques les formations glaciaires, et on va voir comment les formations glaciaires, ils ont servi pour l'appui de la théorie de la dérive des continents. Je range aussi dans les arguments géologiques la correspondance des structures géologiques. Je range aussi dans les arguments géologiques les arguments paléontologiques, et puis, enfin, les arguments paléomagnétiques. Je vais commencer par les formations glaciaires. Alors, là, c'est une répartition des traces de formations glaciaires dans les continents à l'état actuel, des formations glaciaires qui datent de 250 millions d'années sur certains continents. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a 250 millions d'années, on avait des glaciations. On avait des formations glaciaires sur certains continents. Alors, les traces de ces formations glaciaires qui sont colorées en blanc ici. On peut les voir au niveau de l'Afrique, plus exactement au niveau de la partie sud de l'Afrique. On peut les voir au niveau du continent sud-américain. On peut les voir au niveau de l'Inde. On peut les voir au niveau de l'Australie. Et on peut les voir ici au niveau du pôle sud. Alors le problème qui va se poser, c'est spécialement pour ces sens de glissement. Alors, il est plus qu'improbable
qu'on puisse avoir des zones de glaciation dans les zones tropicales, Afrique du Sud et l'Inde, comme je viens d'expliquer. Bon, regardez un peu ces traces de glaciation que vous avez au niveau de l'Inde, au niveau de l'Inde, au niveau de la partie sud de l'Afrique, au niveau de l'Australie et au niveau de l'Amérique du Sud. Bon, le problème qui se pose quand on voit un peu cette répartition actuelle de ces marques de glaciation qui datent de 250 millions d'années, c'est qu'il est difficile d'avoir, à l'état actuel, des zones de glaciation dans les zones tropicales, telles que par exemple l'Afrique du Sud et l'Inde. L'Afrique du Sud et l'Inde. Regardez un petit peu les emplacements géographiques de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Donc, ce sont des zones tropicales. Et quand on dit tropical, donc le climat, donc c'est un climat qui est relativement chaud. Donc, si je dis qu'un climat chaud, c'est-à-dire je ne peux pas avoir, donc si le continent n'a pas bougé, je ne peux pas avoir de la glaciation sur ces continents qui sont actuellement sous climat tempéré ou chaud. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième chose, regardez un petit peu l'essence d'écoulement de la glace. L'essence d'écoulement de la glace. Donc, le sens d'écoulement de la glace ne peut pas se faire de l'extérieur des continents vers l'intérieur, c'est-à-dire des parties basses vers les parties hautes. Si vous prenez par exemple l'Amérique du Sud, regardez un petit peu le sens des glissements ou bien d'écoulement des glaces, de la glace. C'est de la mer vers l'intérieur du continent. C'est de la mer vers l'intérieur du continent, c'est-à-dire des parties basses vers les parties hautes. Or, normalement, c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est-à-dire que la glace, quand il commence à glisser, à s'écouler, c'est généralement, il le fait des parties hautes vers les parties basses. Des parties hautes vers les parties basses, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse comme c'est mentionné sur cette carte. Donc, la même chose ici pour l'Australie. Alors, on voit ici un sens d'écoulement des parties basses qui est la mer vers l'intérieur du continent. Alors que normalement, on devrait avoir l'inverse. La même chose pour l'Inde. Un sens d'écoulement des parties basses, c'est-à-dire de l'océan, vers l'intérieur du continent, c'est-à-dire vers les parties hautes. Donc là, ce sont deux choses qui ne sont pas un petit peu, qui ne sont pas normales, et qu'il va falloir trouver une solution à ceci. Alors, la solution est la suivante. La solution, c'est que lorsque on regroupe les continents, quand on regroupe les continents, qu'est-ce qu'on constate? On constate, c'est-à-dire, on regroupe les continents de manière à avoir cette Pangée de Alfred Wegener. Qu'est-ce qu'on a? On a une calotte glaciaire dans le pôle sud. Alors, une calotte glaciaire dans le pôle sud qui regroupait toutes ces formations glaciaires qu'on trouve actuellement sur ces différents continents et qui sont actuellement séparés les uns des autres. Autre chose, quand on regroupe les continents, j'ai dit, donc, on a cette calotte glaciaire située dans le pôle sud, et cette situation explique même ces sens d'écoulement qui sont un petit peu paradoxaux. Paradoxaux, bien sûr, évidemment, sur cette figure. Mais quand on regroupe les continents, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un sens d'écoulement de la partie centrale de la calotte glaciaire vers les périphéries. On a, je répète, un sens de glissement de la partie centrale, qui est supposée être la partie haute, vers les périphéries de la calotte. Donc là, c'est la solution qui a été avancée par Wegener pour expliquer ces deux choses qui sont un peu paradoxales. D'une part, la répartition des traces de formation glaciaire sur des continents qui sont actuellement dans des zones tropicales, tel que le cas par exemple de l'Afrique du Sud et l'Inde. Et le deuxième cas qui est un peu paradoxal, c'est le sens d'écoulement de la glace, qui normalement il devrait se faire
des parties hautes vers les parties basses, et non pas l'inverse, c'est-à-dire non pas des parties basses vers les parties hautes. Voilà donc la solution. Je répète, il y a une calotte glaciaire au pôle sud de la Pangée de Wegener, avec un écoulement de la glace qui se fait à la périphérie de la calotte glaciaire, avec un écoulement de la glace qui se fait à la périphérie de la calotte glaciaire. Donc, je reprends. Donc, cette solution avancée par Wegener, donc, il répond à ces deux questions dont j'avais parlé tout à l'heure. Le sens d'écoulement et l'existence de formations glaciaires dans des zones qui sont sous climat ou bien dans des zones tropicales. Alors, j'arrive maintenant à la correspondance des structures géologiques. Correspondance des structures géologiques. Alors, lorsqu'on prend, par exemple, l'Afrique et l'Amérique du Sud, et on fait une cartographie des blocs continentaux qui sont vieux de plus de 2 milliards d'années. De plus de 2 milliards d'années. Donc, 2GA. Donc, si vous trouvez G grand G, c'est-à-dire c'est milliards. Si vous trouvez grand M, c'est-à-dire c'est millions d'années. Donc, quand on voit un peu cette répartition ou bien cette distribution des blocs continentaux, ou bien ce qu'on appelle aussi les boucliers ou bien les cratons, les boucliers ou bien les cratons. Alors, concernant la signification du terme bouclier ou bien craton, ce sont des masses de roches qui sont très anciennes. Regardez ici. Donc, c'est des blocs continentaux de plus de 2 milliards d'années. Alors, j'ai dit, quand on voit un petit peu la répartition ou bien la distribution de ces boucliers de part et d'autre de l'Atlantique, dans l'Afrique et dans l'Amérique du Sud. Dans l'Afrique et dans l'Amérique du Sud. Ici, par exemple, vous avez le bouclier ouest africain, le bouclier angolais, le bouclier tanzanien, le bouclier rhodésien. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, au niveau de l'Amérique latine, vous avez le bouclier guyanais, vous avez le bouclier brésilien, et vous avez d'autres petits boucliers sur la côte. Celui-là, c'est le bouclier de São Luís, et celui-là, c'est le bouclier de Salvador. Le bouclier de Salvador. Alors, ces deux boucliers, ils ont beaucoup d'importance. Ils ont beaucoup d'importance quand on regroupe les deux continents, c'est-à-dire quand on regroupe l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est-à-dire on fait disparaître l'océan Atlantique. Quand on fait disparaître l'océan Atlantique et on regroupe les deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud, voilà la situation qu'on trouve. Donc voilà donc les boucliers. Ici, par exemple, c'est le bouclier ouest africain. Le bouclier ouest africain. Alors, il se termine à ce niveau-là par le bouclier de São Luís, qui, lui, il est situé sur la plaque Amérique du Sud. La même chose pour le bouclier angolais. Alors, pour le bouclier angolais, quand on regroupe les deux continents, on trouve sa continuité au niveau du bouclier de Salvador en Amérique du Sud. C'est-à-dire que, quand on regroupe les continents, il y a une correspondance des structures géologiques. Une correspondance des structures géologiques. Et plus particulièrement des blocs continentaux qui sont anciens, qui datent de plus de 2 milliards d'années. Même les chaînes récentes, qui datent de 650 à 450 millions d'années, ils se correspondent parfaitement de part et d'autre. Alors, les chaînes récentes, ce sont ces chaînes qui entourent les cratons. Alors, je parle de ces traits que vous avez ici, je parle de ces traits que vous avez là, je parle de ces traits que vous avez là, et la même chose pour l'Amérique latine,
Alors, je parle de ces traits que vous avez ici tout autour des boucliers. La même chose ici. Lorsque donc, on regroupe les continents, donc regardez par exemple pour ces chaînes récentes que vous avez ici au sud du bouclier ouest africain, on trouve leur continuité à ce niveau-là. La même chose pour ces chaînes que vous avez ici. On trouve leur continuité là. La même chose pour ces chaînes. On trouve leur continuité. C'est-à-dire que, en ce qui concerne cette question de correspondance des structures géologiques, de part et d'autre de l'océan Atlantique, au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Amérique du Sud. Alors que ce soit pour les blocs continentaux qui sont vieux de plus de 2 milliards d'années, ou bien même pour les chaînes récentes, il y a une correspondance des structures géologiques. Il y a une correspondance parfaite des structures géologiques, ce qui appuie cette théorie de la dérive des continents et cette mobilité des continents. Alors, toujours avec la correspondance des structures géologiques, il y a aussi, un peu plus au nord, une correspondance des structures géologiques entre Mauritanides, Calédonides et les Appalaches. Je répète, correspondance des structures géologiques entre Mauritanides, donc les Mauritanides, ce sont ces chaînes de montagnes que vous avez ici au sud du Maroc. Les Appalaches, on les trouve ici. Voilà les Appalaches, c'est aux États-Unis, c'est en Amérique du Nord. Alors, les Mauritanides, c'est en Afrique. Les Appalaches, c'est en Amérique du Nord. Et puis, les Calédonides, bon, ils sont là. Ils sont là, donc partie de l'Europe et partie du Groenland. D'accord, voilà, donc là, c'est les Calédonides, les chaînes Calédonides. Donc ça, c'est les Appalaches. Ça, c'est les Mauritanides. Donc, quand on regroupe les continents, on voit qu'il y a une correspondance des structures géologiques, une correspondance parfaite des structures géologiques entre ce qui est chaîne mauritanide, entre les Appalaches et les Calédonides. Alors, la déduction ou bien la conclusion, c'est que ces trois chaînes, ils se sont formés en même temps entre 470 millions d'années et 350 millions d'années. Et bien sûr, évidemment, s'ils se sont formés en même temps, ils auront des structures géologiques similaires, c'est-à-dire des structures géologiques très semblables, très identiques. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Et donc, ça, c'était pour cette première séance. Et bien sûr, évidemment, donc, on aura donc l'occasion, dans un deuxième enregistrement, de revenir un peu sur ce même chapitre, sur le modèle, sur ce chapitre de la dérive des continents, tout en évoquant les autres arguments. Voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Je vous remercie.